Il y a eu pas mal de chiffres ce matin, je ne sais pas si vous avez capté celui-ci. 70% du foncier en France est détenu par les plus de 60 ans. Ça veut dire que finalement, c'est un des paradoxes qui nous réunit. On parle beaucoup d'adapter la ville aux besoins des seniors, mais le potentiel d'adaptabilité se situe déjà dans les mains des seniors. Et donc, si ces classes d'âge possèdent autant de foncier, ce n'est pas parce qu'elles ont monté des foncières et des multinationales, c'est parce qu'elles se sont rendues, comme l'a rappelé Nassim Moussi ce matin, elles se sont rendues massivement propriétaires de leur logement, de leur résidence principale, et notamment à travers l'habitat pavillonnaire. C'est exactement le sujet sur lequel tu travailles, Benjamin Aubry. Je t'en prie, rejoins-nous. Merci beaucoup. Je trouve que le colloque est particulièrement bien fait puisque un peu, cette intervention est assez en cohérence avec ce qui vient d'être dit sur les deux précédentes interventions. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle de petits fonciers ou dans un autre mot, ça peut être le sujet du pavillonnaire, qui pour nous est en fait un véritable atout pour adapter son logement, mais aussi s'inscrire un petit peu dans un projet de vie, dans un nouveau projet de vie et puis préparer l'avenir. Alors, pour nous présenter, donc Yudo, alors je suis architecte urbaniste de formation et comme le disait Hugo, aussi entrepreneur. Donc on n'est pas une agence d'architecture à proprement parler. Notre objectif, c'est de permettre à chacun en fait, de développer ce qu'on appelle nous des projets de micro-promotion, c'est-à-dire valoriser un petit peu le potentiel de son bien à travers des droits à construire ou de l'optimisation d'un existant, notamment en vue de créer des nouveaux logements ou éventuellement locaux d'activité ou autres. L'objectif, c'est notamment de répondre à un des gros enjeux de la ville de demain, qui est de se dire refaire la ville sur elle-même. Donc ça passe donc par le recyclage notamment de ce qui existe déjà. Et dans ce qui existe déjà, je vous le montrerai tout à l'heure, en fait, le pavillonnaire compose en fait une partie absolument considérable de la métropole et des espaces bâtis actuellement. Alors, juste en quelques mots, donc nous, notre activité est principalement l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On développe aussi une plateforme numérique destinée à développer et à mettre à disposition des ressources pour les propriétaires et porteurs de projets. Nous, on accompagne des clients et en particulier des propriétaires occupants qui sont la plupart du temps des propriétaires de pavillons qui peuvent être déjà occupants, qui ont déjà amorti le foncier, ou des accédants, donc des personnes qui viennent d'acheter un pavillon sur lequel ils peuvent engager des travaux. Puis aussi des PME, des petits artisans qui possèdent un foncier qui pourrait valoriser, et enfin des collectivités. Et nos services, en fait, on travaille surtout sur un de nos services principaux, ce qu'on appelle les faisabilités 360, où en fait on accompagne donc ces propriétaires sur la définition d'un projet en fonction du potentiel, de la réglementation qui s'applique, mais aussi des sujets autour du financement, de l'estimation un peu des différentes possibilités de financement d'un projet, jusqu'à l'assistance au montage sur les sujets juridiques, patrimoniaux, etc., et la mise en relation avec des partenaires, en particulier des architectes. Et peut-être pour en fait illustrer mon propos, le mieux, c'est que je vous parle d'Annie et Alain, qui sont des clients qu'on a aujourd'hui, qui habitent dans le Grand Paris, qui ont une maison depuis plus d'une vingtaine d'années, qu'ils ont acheté donc, quand ils avaient des enfants à bas âge. Et puis leurs deux filles, en fait, ont quitté le domicile il y a quelques années maintenant pour pouvoir voilà, grandir de leurs propres ailes, faire leurs études et maintenant sont dans la vie active. Et Alain et Annie, une des questions qui se posent, c'est la première chose, c'est pour eux, se projeter dans l'avenir, c'est rester dans leur quartier, dans lequel ils ont tissé des liens depuis donc, de longues années. Et puis par ailleurs, en fait, ils ont aussi d'autres problématiques. C'est la maison, d'une part, qui est plus vraiment adaptée à leurs besoins. Elle est devenue un peu trop grande. D'autre part, en fait, c'est des frais d'entretien qui sont de plus en plus élevés, notamment par rapport à des revenus, ceux de la retraite, qui vont en diminuant. Et puis par ailleurs, les frais de rénovation sont un peu élevés et notamment pas forcément extrêmement pertinents par rapport au fait que la moitié de la maison est occupée à plein temps. Et donc, ils se posent la question, et notamment parce qu'ils sont dans le Grand Paris, ils voient autour d'eux qu'il y a beaucoup de projets de construction. Ils sont régulièrement sollicités d'ailleurs par des promoteurs pour vendre leur terrain, comme leurs voisins d'ailleurs. Puis ils se disent, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas nous-mêmes un projet Pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas créer un ou deux logements pour pouvoir à la fois augmenter nos revenus et puis finalement, quelles pourraient être les possibilités par rapport à notre maison?
Alors finalement, elles sont multiples, leurs possibilités, quand on regarde par rapport à leur droit à construire et au PLU. Alors ils pourraient faire un premier scénario qui pourrait consister à juste créer un logement en fait au-dessus d'un petit local qui est dans le jardin existant, donc un logement qui ferait 45 mètres carrés. On pourrait aller un petit peu plus loin, peut-être en faisant une surélévation supplémentaire, de sorte à créer 2 logements, donc on aurait à peu près plus 100 mètres carrés. Et puis, si on va vraiment jusqu'au maximum, pour aiser, on pourrait construire à partir de l'existant vraiment un petit immeuble, c'est-à-dire de 3 à 4 logements, dans lequel il pourrait conserver un logement de plein pied au rez-de-chaussée, et puis des logements à l'étage qui pourraient louer et éventuellement vendre. Alors finalement, les bénéfices pour Alain et Annie de faire ce type d'opération, il y en a plusieurs. D'une part, c'est financer cette fameuse rénovation énergétique dont on parle beaucoup. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet. On parle beaucoup de la rénovation énergétique. Quand on regarde en fait le besoin de rénovation il y a à peu près 5 millions de logements à rénover en France, on fait l'estimation, c'est à peu près 200 milliards d'euros, voire entre 200 et 500 milliards d'euros. Donc comparé au plan de relance qui est 200 milliards d'euros, on se dit qu'il y a quand même un gap absolument considérable pour pouvoir financer cette rénovation énergétique. Et notamment, le budget de MaPrimeRénov' aujourd'hui est d'1 milliard d'euros. Donc, ça peut permettre, à travers en fait, la création de valeur ajoutée, notamment de logements sur ce terrain, de financer cette rénovation et d'adapter la résidence principale aux nouveaux besoins des propriétaires. D'autre part, c'est anticiper ces vieux jours, ne pas rester seul, c'est-à-dire que la présence d'un voisin, alors après on peut aussi imaginer qu'on peut faire du mix, de l'habitat partagé autour d'un jardin ou de choses comme ça. Et puis, il y a évidemment le compléter ses revenus. On ne va pas cacher que derrière ça, il y a aussi un enjeu pécunier, mais qui est finalement bénéfique, puisque c'est de l'investissement locatif, donc ça permet aussi à des gens de se loger. Et puis, grosso modo, aussi d'augmenter la valeur de son patrimoine, puisque 3 logements valent plus finalement qu'une maison. Donc, en fait, on va chercher le potentiel de son terrain. Et puis enfin, le dernier point, et je vais en venir ensuite au financement, le gros avantage qu'il y a, c'est que Alain et Annie, ils ont déjà amorti le foncier depuis un petit nombre d'années. Donc en fait, ils sont assis sur un petit capital qu'ils n'ont pas à racheter. Et en fait, comparer finalement un investissement identique sur un bien identique dans un même secteur, ça leur coûte 30 à 50% moins cher, voire même un petit peu plus, si on fait 100% de rénovation et d'optimisation. Un petit exemple, donc quand je parle du foncier comme un effet de levier, vous avez ici en fait des petits bilans, alors simplifiés, qui permettent de voir en fait que sur le scénario 1, le coût du projet, donc qui est estimé à 166 000 euros TTC, donc coût de travaux, architecte, taxes d'aménagement, assurance, etc., qui permet en fait de voir un gain par rapport à la maison de 141%. Alors là, on se situe pour information dans la ville d'Arcueil, donc à proximité de Paris, donc avec des revenus qui sont autour, des prix du mètre carré qui sont autour de 5 500, 6 000 euros du mètre carré. Et en fait, quand on regarde sur un prêt sur 10 ans, donc pour financer cette opération, avec les revenus locatifs, ça leur coûte finalement 300 euros par mois. Donc j'entendais tout à l'heure que les EHPAD peuvent compter plutôt 1 800 euros par mois. On est déjà nettement moins cher que le prix de l'EHPAD. Et puis par ailleurs, en fait, quand vous prenez la somme totale, inflation inclus, pour ces propriétaires, ça leur coûte finalement cette opération, non pas 166 000 euros, mais 28 000 euros de toutes dépenses, et avec une valeur du coup augmentée de la maison de plus de 141%. Même chose pour les autres scénarios. Et dans le scénario 3, donc, on peut regarder, en fait, on peut aussi imaginer que pour financer ces opérations, une des solutions, ça peut être d'en vendre une partie. Donc, par exemple, dans le scénario 3, on a considéré qu'on vendait un appartement de 65 mètres carrés, qui permet donc de récupérer une partie de recettes, et donc de ne pas avoir d'effort d'épargne et directement d'avoir un cash flow positif. En fait, Hugo le disait, la génération baby-boom, c'est quand même la génération premier propriétaire de France, puisqu'on a plus d'un tiers de propriétaires aujourd'hui de pavillons qui sont retraités. 52% sont âgés de plus de 55 ans. Et surtout, un phénomène extrêmement important, c'est qu'une maison sur deux en Île-de-France est occupée par moins de 2 personnes. Donc, c'est-à-dire que c'était des habitats qui étaient originellement conçus pour des familles, 3, 4, 5 personnes, qui sont aujourd'hui, du coup, en état d'un peu de sous-occupation. Et je pense que vous êtes probablement au courant on fait face actuellement à une problématique de logement, on manque de logement, et en particulier dans les zones tendues, comme l'Île-de-France, et que ça peut permettre, en fait, notamment de venir résoudre et participer à cette problématique.
Alors, je vais montrer deux exemples. Le premier exemple, donc, c'est des propriétaires au Lilas qu'on accompagne sur la rénovation. Donc, c'est des propriétaires qui ont une grande maison de à peu près 250 mètres carrés, donc qui est beaucoup trop grande pour eux depuis que leurs enfants sont partis, et dans laquelle, en fait, on vient faire 100% de rénovation et l'optimisation d'un existant. Voilà, en fait, là, vous voyez ici la façade, donc le chantier est en cours. Alors, je ne dis pas qu'on a eu quelques difficultés pour obtenir les déclarations et les autorisations de travaux, puisque ce type de projet est assez inhabituel pour les communes. En fait, on a ici une partie qui était une ancienne extension, qui faisait partie donc intégrante de la maison, et puis un garage au rez-de-chaussée, qu'on vient diviser en fait en deux pour pouvoir créer deux appartements que vous voyez ici en coupe. Donc un rez-de-chaussée pour un studio, un grand studio avec un jardin, et un étage avec duplex, plutôt donc un T3 plutôt pour jeunes couples avec enfants. Quelques plans. Ce projet, finalement, si je reviens un peu sur cette slide, il permet non seulement donc, de créer, donc, de transformer cette opération, donc, ce qui était originellement un logement en 3 logements. Il permet aux propriétaires donc, d'avoir un complément de revenus direct. Il coûte finalement 70% moins cher que s'ils avaient acheté ces 2 appartements dans un secteur équivalent et neuf. Et puis par ailleurs, c'est aussi l'occasion en fait de faire un projet patrimonial avec leurs enfants, puisque en fait le projet intègre en fait une donation. Donc ces 2 appartements ont été mis en donation en nue propriété à leurs 2 filles. Un autre projet, alors là pas tout à fait, mais qui est aussi donc là plutôt pour des propriétaires accédants, où on est sur donc une toute petite maison qu'on voit ici. Qui était en fait une petite maison à Malakoff qui a été achetée par des propriétaires, dans laquelle on est venu donc créer une maison principale et un logement indépendant, donc studio qui, pareil, donc vaut largement moins cher que le prix du marché grâce à l'intégration, grâce à l'économie de charges foncières. Donc le projet s'apprête à être livré là d'ici février. Quelques images. Alors, on pourrait se dire qu'en fait, ces initiatives, elles peuvent être un petit peu anecdotiques par rapport notamment aux besoins de logement, mais quand on dézoome, on se rend compte que Alain et Annie, ils sont très très loin d'être seuls, puisque rien qu'en Île-de-France, on a plus de 1,4 million de petits propriétaires fonciers. Et sur ces territoires en fait, de zones pavillonnaires, ce qu'on constate, c'est donc on a fait une petite étude qui montrait qu'en moyenne, on avait un solde constructible d'environ plus 100 mètres carrés par terrain, que ce soit en surélévation, en extension, voire en construction neuve, et ce, tout en conservant une majorité de jardins, en moyenne 50%. Donc ça montre que quand on extrapole tout ça, en fait, il y a un énorme potentiel à venir aider ces propriétaires donc âgés pour la majorité d'entre eux, à venir créer des logements en s'inscrivant dans une logique de projet de vie et d'anticipation de leurs vieux jours. Et sans forcément aller venir tout bâtir, ce dont on se rend compte, c'est que par rapport aux besoins de logement en Île-de-France, qui est à peu près estimé à 70 000 logements par an, il suffirait d'ajouter un logement sur 5% des maisons, enfin des terrains individuels, pour parvenir à cet objectif. Donc finalement, c'est en sollicitant en fait, ces propriétaires qu'on peut aussi résoudre un certain nombre de crises. Et que ça vient, au final, en fait, ce type d'initiative, résoudre et s'inscrire dans la combinaison de plusieurs politiques d'intérêt général, en combinant donc, le sujet de la rénovation énergétique et de son financement, le sujet du renouvellement urbain et du zéro artificialisation nette, le sujet de la préservation des jardins et de la biodiversité. Je précise que du coup, sur la plupart des projets, on artificialise extrêmement peu, puisqu'on vient principalement en fait optimiser, rénover un existant, le surélever ou remplacer un garage ou un bâti qui n'est pas forcément utilisé. Ça permet de soutenir par ailleurs donc, la création de logements et enfin de s'inscrire dans cette politique du mieux vieillir chez soi et de vieillir à domicile, et en référence notamment à ce sujet d'EHPAD hors les murs. Juste pour dernière slide, pour aujourd'hui, donc UDO, on a été créé donc en 2018. On a accompagné donc on a une quarantaine d'études en cours,
et une vingtaine de projets de logement répartis en Île-de-France, sur le territoire sur lequel on travaille aujourd'hui, entre Malakoff, Arcueil, Saint-Maur, Les Lilas, Bondy, etc. Alors, ça ne concerne pas uniquement le sujet des personnes âgées ou du vieillissement, mais ça montre que c'est une solution, et nous, on milite énormément, notamment pour que, au niveau du financement, il puisse y avoir de véritables aides qui puissent soutenir ce type d'initiative. Merci beaucoup, Benjamin, pour ton sens de la synthèse.